Entraîne ton esprit à surpasser n'importe quelle situation. Déverrouille la pensée stratégique et surpasse chaque défi. Partie 1. The Hidden Architecture of Strategic Thinking. Traduction en français de France, style naturel et cohérent. Et si je te disais que la différence entre les personnes qui peinent constamment à prendre des décisions et celles qui semblent naviguer sans effort à travers n'importe quel défi n'a rien à voir avec l'intelligence, le niveau d'étude ou l'expérience? La véritable différence réside dans le fait que certaines ont entraîné leur esprit à penser de manière stratégique, tandis que d'autres restent piégés dans des schémas de pensée réactive qui les maintiennent bloqués. Chaque jour, du moment où tu te réveilles jusqu'à celui où tu te couches, tu prends des centaines de décisions. Ton cerveau traite sans cesse des informations, évalue des options et choisit des directions. Mais voici le problème. La plupart des gens prennent toutes ces décisions avec un esprit non entraîné. Ils s'appuient sur des raccourcis mentaux, tombent dans des pièges cognitifs et laissent leurs impulsions émotionnelles guider leurs choix au lieu d'utiliser une analyse logique et méthodique. Le résultat? Des décisions de mauvaise qualité qui s'accumulent au fil du temps, des opportunités manquées et une sensation persistante d'être toujours un pas en arrière. Pourtant, imagine qu'il existe un moyen de reprogrammer complètement la manière dont ton cerveau aborde les problèmes. Un moyen d'acquérir le type de pensée stratégique qui permet à un grand maître d'échecs d'anticiper 20 coups à l'avance, ou à un entrepreneur brillant de repérer des opportunités que tout le monde ignore. C'est exactement ce que tu t'apprêtes à explorer ici. Tu vas découvrir la science cachée derrière la pensée stratégique, comment identifier et éliminer les biais mentaux qui obscurcissent ton jugement, et comment maîtriser les outils cognitifs qui te permettront de surpasser pratiquement toutes les situations auxquelles tu seras confronté. Il ne s'agit pas de devenir plus intelligent dans le sens traditionnel du terme. Il s'agit de devenir plus stratégique, plus analytique et plus efficace dans ta manière de traiter l'information et de prendre des décisions. À la fin de ce parcours, ta relation au problème aura radicalement changé. Au lieu de te sentir submergé ou incertain, tu aborderas chaque situation avec assurance, conscient d'avoir les outils mentaux pour la décortiquer, l'analyser en profondeur et trouver la solution optimale. La pensée stratégique repose sur 4 piliers essentiels. Le premier est la pensée systémique, qui consiste à comprendre que tout est connecté. Là où la plupart voient un problème isolé, l'esprit stratégique décèle un écosystème complet de causes, d'effets et d'interactions. Le second pilier est la pensée temporelle, la capacité à réfléchir simultanément à court, moyen et long terme. Les penseurs stratégiques évaluent toujours l'impact futur de leurs décisions. Le troisième pilier est la pensée probabiliste. Au lieu de se demander « est-ce que cela va fonctionner ?», le penseur stratégique demande « quelle est la probabilité que cela fonctionne ? Quels sont les différents scénarios possibles ?» Et enfin, le quatrième pilier est la pensée en termes de levier, c'est-à-dire la capacité à identifier les petites actions qui peuvent produire des résultats disproportionnés. Mais comprendre ces principes ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut reconfigurer tes schémas de pensée par défaut. Notre cerveau a évolué pour survivre dans un environnement physique immédiat, pas pour réussir dans un monde complexe et abstrait. Pour développer une intelligence stratégique, il faut apprendre à dépasser ses réflexes primitifs. Cela commence par la métacognition, l'art d'observer ses propres pensées. La plupart des gens pensent, mais ne se voient pas penser. Le penseur stratégique, lui, apprend à détecter ses biais, à reconnaître quand ses émotions prennent le dessus et à corriger délibérément sa trajectoire mentale. Il développe ensuite la flexibilité cognitive, la capacité à changer de mode de pensée selon la situation, analytique, synthétique, créatif, logique ou stratégique. Enfin, il cultive l'humilité intellectuelle, en comprenant qu'une première impression est souvent incomplète et qu'il doit constamment ajuster son jugement à la lumière de nouvelles informations. Lorsque tu combines ces compétences, tu poses les fondations d'une véritable intelligence stratégique, applicable à tous les domaines de ta vie. Partie 2. Échapper au pilote automatique mental. Ton cerveau est conçu pour être paresseux. Cela peut sembler brutal, mais en réalité, c'est une fonctionnalité, pas un défaut. Bien qu'il ne représente qu'environ 2% du poids total du corps, il consomme près de 20% de ton énergie. Pour économiser cette ressource précieuse, il automatise autant de processus que possible à travers des raccourcis mentaux et des habitudes qui ne demandent presque aucun effort conscient. Ces raccourcis qu'on appelle heuristiques sont extrêmement utiles pour accomplir des tâches quotidiennes. Marcher, conduire sur un trajet connu, te brosser les dents. Tout cela ne nécessite pas une réflexion profonde. Mais ces mêmes mécanismes, si efficaces dans la routine, deviennent des pièges lorsqu'ils s'enclenchent dans des situations complexes qui exigent une analyse plus réfléchie. Le pilote automatique mental se manifeste de 3 façons principales, toutes dangereuses si tu cherches à penser stratégiquement. La première est l'association de schémas sans analyse du contexte. Face à une nouvelle situation,
Ton cerveau scannait immédiatement tes expériences passées pour y trouver une ressemblance, puis tente d'y appliquer une solution qui avait fonctionné jadis. Cela fonctionne seulement si les situations sont réellement comparables. Mais lorsque les similitudes ne sont qu'en surface, cela mène à des erreurs spectaculaires. C'est pour cela que des dirigeants brillants, habitués à des marchés stables, s'effondrent dès que les conditions deviennent imprévisibles. Ils appliquent les mêmes stratégies, gagnantes, sans réaliser que la dynamique sous-jacente a changé. La deuxième manifestation du pilote automatique est le détournement émotionnel. Dès qu'apparaissent le stress, l'incertitude ou le conflit, les parties primitives du cerveau, celles conçues pour la survie physique, prennent le contrôle. Résultat, l'attention se réduit, la mémoire de travail s'effondre et la prise de décision devient impulsive. C'est exactement pour cela que les pires décisions sont prises dans les moments où l'enjeu est le plus élevé. La pression déclenche un état mental diamétralement opposé à celui requis pour penser clairement. Pour t'en libérer, tu dois apprendre à reconnaître ces épisodes et restaurer ton calme avant de réfléchir. La troisième manifestation est le conservatisme cognitif, c'est-à-dire la tendance à s'accrocher aux méthodes familières même lorsqu'elles ne sont plus performantes. Ton cerveau préfère ce qu'il connaît, cela demande moins d'énergie. Il perçoit les nouvelles approches comme risquées, même lorsque les données montrent le contraire. C'est ainsi que des organisations entières deviennent incapables d'innover, que des individus s'enlisent dans des emplois ou relations qu'ils ont dépassés, et que des industries entières sont renversées par des acteurs qui n'ont pas les mêmes biais historiques. Pour briser cette inertie, il faut développer le contrôle cognitif, la capacité consciente de reprendre les commandes lorsque tes automatismes te sabotent. Cela commence par des signaux déclencheurs, de petites alertes mentales te disant « Attention, je suis en pilote automatique ». Ces signaux apparaissent lorsque tu te sens bloqué, lorsque tes émotions montent, lorsque tu appliques des solutions toutes faites ou lorsque tu évites une décision difficile. Ensuite vient l'usage de techniques de débiais cognitif. Une des plus puissantes est la vue extérieure. Au lieu de te focaliser sur les détails qui rendent ta situation unique, tu demandes « Dans des situations similaires, que se passe-t-il en général ?» Cela t'oblige à t'appuyer sur les données plutôt que sur ton histoire personnelle. Autre technique importante, la prémortem ou l'autopsie mentale d'un échec hypothétique. Tu imagines que ton plan a échoué de façon spectaculaire, puis tu identifies toutes les raisons possibles de cet échec. Cela révèle des erreurs que tu n'aurais jamais vues autrement. Une troisième technique est considérer l'inverse. Quand tu es sûr de quelque chose, tu construis volontairement l'argument contraire. Cela n'a rien à voir avec hésiter, c'est tester la solidité de ton raisonnement. Mais la technique la plus profonde est peut-être l'empathie intellectuelle, la capacité de comprendre réellement les positions opposées à la tienne. Non pas en les jugeant, mais en cherchant les raisons logiques qui pourraient rendre ces positions valables. Enfin, pour reprendre le contrôle sur ton esprit, tu dois renforcer ta régulation émotionnelle. Les émotions ne sont pas l'ennemi, elles doivent simplement être intégrées plutôt que dominantes. Grâce à des méthodes comme la relecture cognitive, la respiration contrôlée et la prise de distance temporelle, tu peux désamorcer la charge émotionnelle d'une situation et restaurer la lucidité nécessaire à la pensée stratégique. Apprendre à sortir du pilote automatique est un processus constant. Le but n'est pas d'éliminer tes automatismes, ils te sont utiles, mais de savoir exactement quand ils t'éloignent d'une décision optimale, et de pouvoir reprendre la main. Partie 3. Reconnaître et déjouer les biais cognitifs. Ton cerveau te ment constamment et le pire, c'est qu'il le fait de manière prévisible. Ce ne sont pas des mensonges intentionnels, mais des erreurs systématiques de pensée appelées biais cognitifs. Ils influencent non seulement les autres, mais surtout toi, souvent au moment où tu crois être le plus rationnel. Ces biais existent parce que ton esprit tente d'accomplir une tâche impossible, comprendre un monde infiniment complexe avec un temps, une attention et une capacité de traitement limitée. Pour gérer cela, le cerveau crée des raccourcis efficaces dans de nombreuses situations, mais catastrophiques dans d'autres. La première grande catégorie de biais concerne la manière dont tu traites l'information. Le plus dangereux est le biais de confirmation. Une fois que tu te fais une idée, ton cerveau filtre automatiquement l'information pour soutenir cette idée et ignore ce qui la contredit. Tu peux même croire être objectif, alors que ton esprit sélectionne uniquement les éléments qui renforcent ton opinion initiale. C'est ainsi que deux personnes intelligentes peuvent regarder les mêmes faits et en tirer des conclusions totalement opposées. Le biais de confirmation ne renforce pas seulement tes croyances, il crée l'illusion qu'elles sont validées. Un autre biais majeur est l'heuristique de disponibilité, qui t'amène à juger la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle tu te rappelles un exemple. Tu te souviens d'un incident marquant? Tu crois qu'il est fréquent. Tu ne te souviens de rien? Tu crois qu'il est rare. Cette distorsion touche tout.
la perception des dangers, l'évaluation de tes capacités, la vision de tes performances. Si tu te rappelles facilement tes erreurs, tu sous-estimeras ton potentiel. Si tu te rappelles surtout tes succès, tu le surestimeras. Vient ensuite l'ancrage, le pouvoir disproportionné de la première information reçue. Même lorsque tu sais qu'elle est arbitraire, elle influence ta manière d'évaluer tout ce qui vient après. C'est pour cela que les premières impressions sont si puissantes. Et que le premier chiffre présenté dans une négociation déplace la zone d'accord. Puis viennent les biais liés à la prédiction et à l'évaluation des probabilités. Le biais de planification, par exemple, te pousse à sous-estimer le temps nécessaire à un projet et à surestimer la probabilité de réussite, même lorsque ton expérience prouve le contraire. Tu imagines le scénario idéal et négliges tout ce qui pourrait mal tourner. Ce biais explique les chantiers interminables, les projets informatiques hors budget, les objectifs personnels jamais atteints dans les délais prévus. Un autre biais essentiel est la surconfiance. Quand on demande aux gens de donner une fourchette d'estimation, très probable, cette fourchette est presque toujours trop étroite. Autrement dit, tu crois être plus précis que tu ne le es réellement. Cela devient particulièrement dangereux pour les décisions à fort enjeu, car la surconfiance t'empêche de préparer des plans de secours. Une troisième grande famille de biais concerne les motivations et l'interprétation sociale. Le biais d'autocomplaisance t'amène à attribuer tes succès à tes capacités et tes échecs à des facteurs externes. Le biais d'attribution, quant à lui, te pousse à juger les erreurs des autres comme des défauts de caractère, mais les tiennes comme des conséquences de circonstances défavorables. Et, ironiquement, l'un des biais les plus répandus est le point aveugle des biais. La tendance à reconnaître que les autres sont biaisés tout en croyant que toi, tu ne le es pas. Même les experts tombent dedans. Globe sur la zone méridienne, défendre ton esprit. Comment neutraliser les biais? La première ligne de défense consiste à améliorer ton processus de décision, plutôt que de compter sur ton intuition. Les penseurs stratégiques utilisent des systèmes explicitement conçus pour contrebalancer leurs propres biais. L'un d'eux est l'analyse en équipe rouge, qui consiste à confier à quelqu'un le rôle de contredire ton point de vue et de révéler ses failles. Tu peux l'appliquer seul en te forçant à adopter volontairement une position sceptique envers toi-même. Une autre technique essentielle est l'analyse des taux de base. Au lieu de te demander « qu'est-ce que je pense qui va arriver ?», tu te demandes « que se passe-t-il en général dans des cas comme celui-ci ?» Tu passes de l'intuition à la réalité statistique. Pour les décisions complexes, les penseurs stratégiques utilisent également des arbres décisionnels et des modèles de pondération qui forcent à expliciter les critères, les hypothèses et les scénarios. Mais, au-delà des outils, la compétence la plus puissante demeure. L'humilité intellectuelle. La capacité d'ajuster ton niveau de confiance en fonction du degré réel d'incertitude. Les grands penseurs ne sont pas ceux qui ont toujours raison, mais ceux qui mettent constamment à l'épreuve leur propre raisonnement. Partie 4. Le pouvoir des modèles mentaux. Les modèles mentaux sont l'un des outils les plus puissants de la pensée stratégique. Pourtant, la plupart des gens traversent leur vie en utilisant que quelques-uns, souvent sans même s'en rendre compte. Un modèle mental est une représentation simplifiée d'un fonctionnement, un cadre qui te permet de comprendre, prédire et analyser des situations complexes. La force extraordinaire des modèles mentaux vient de leur transférabilité. Quand tu comprends profondément un modèle, tu peux l'appliquer à des domaines très différents de celui où tu l'as appris. C'est pour cela que les polymathes et les penseurs stratégiques semblent avoir des intuitions que les spécialistes manquent. Ils éclairent un problème en lui appliquant des modèles issus d'autres disciplines. Prenons l'exemple de l'intérêt composé. La plupart le voient uniquement comme un concept financier, mais il s'agit en réalité d'un modèle général. L'apprentissage se compose. Les relations se composent. Les compétences se composent. Quand tu comprends cette dynamique, tu commences à orienter tes efforts vers des actions qui s'amplifient avec le temps plutôt que des actions linéaires. La première catégorie de modèles essentiels touche à la compréhension des systèmes et des boucles de rétroaction. Une boucle de rétroaction se produit lorsque la sortie d'un système influence sa propre entrée. Les boucles renforçantes amplifient les changements. Une entreprise performante attire les meilleurs talents, qui crée de meilleurs produits, qui entraînent plus de succès. À l'inverse, elles peuvent aussi créer des spirales négatives. Un manque de confiance, une mauvaise performance, encore moins de confiance. Les boucles régulatrices, elles, stabilisent. Tu frissonnes quand tu as froid. Tu transpires quand tu as chaud. Les prix montent et la demande baisse. La demande baisse et les prix se stabilisent. Comprendre ces dynamiques permet d'expliquer pourquoi certains problèmes persistent malgré les efforts,
et pourquoi d'autres solutions créent soudain des résultats spectaculaires. Un autre modèle systémique crucial est celui des points de levier. Il s'agit des endroits dans un système où une petite action peut entraîner un changement massif. La plupart des gens tentent d'améliorer un système en ajustant des détails. Le penseur stratégique cherche la modification structurelle qui aura un impact disproportionné. Par exemple, pour devenir plus sain, beaucoup se concentrent sur des paramètres, manger un peu mieux, faire un peu de sport. Mais le point de levier peut être ailleurs. Changer ton environnement alimentaire. Modifier ton identité personnelle. Adopter un rituel simple qui change toute ta dynamique. La deuxième catégorie de modèles concerne la prise de décision dans l'incertitude. La pensée probabiliste est ici fondamentale. Il ne s'agit pas d'attribuer des chiffres précis à tout, mais de concevoir le monde en termes de scénarios possibles, de probabilités relatives et de valeurs attendues. Au lieu de demander « Cette décision est-elle bonne ?», le penseur stratégique demande « Quels résultats sont possibles ? Avec quelle probabilité ? Et quel est le gain attendu ?» C'est grâce à cette logique qu'un choix à faible probabilité peut parfois être meilleur qu'un choix sûr. Tout dépend du rapport entre risque et récompense. Étroitement lié, la notion d'optionnalité consiste à créer des situations où tu as le droit mais pas l'obligation de profiter d'une opportunité future. Développer des compétences variées, par exemple, augmente tes options professionnelles. Avoir des marges financières augmente ta capacité à saisir des opportunités que d'autres ne peuvent pas se permettre. La troisième catégorie de modèles touche à la compréhension du comportement humain. L'un des plus puissants est celui des incitations. Les gens ne réagissent pas à ce qu'on leur dit, mais à ce qui est récompensé. Si une entreprise parle d'innovation mais ne récompense que la conformité, ses employés apprendront rapidement à éviter les risques. Le modèle de la preuve sociale explique pourquoi les comportements se diffusent, pourquoi les modes émergent, pourquoi les foules s'emballent. Lorsque l'incertitude est forte, nous regardons ce que font les autres. C'est un mécanisme puissant, parfois dangereux, mais toujours prévisible. La quatrième catégorie concerne l'apprentissage et l'adaptation. L'un des modèles centraux est la pensée en premier principe. Au lieu de raisonner par analogie, on a toujours fait comme ça. Tu découpes un problème jusqu'à ses lois fondamentales, puis tu reconstruis une solution à partir de zéro. C'est ce modèle qui a permis à Elon Musk de révolutionner l'aérospatiale en remettant en question des hypothèses que personne n'osait toucher. Vient ensuite la simulation mentale. Les athlètes, les négociateurs et les stratèges performants utilisent tout ce modèle. Ils rejouent un scénario dans leur esprit, anticipent les obstacles, testent différentes réponses. C'est une forme d'entraînement cognitif extrêmement efficace. Mais aucun modèle mental n'est suffisant à lui seul. Charlie Munger parle d'un réseau de modèles mentaux. Plus tu en maîtrises, plus tu vois le monde avec clarté. Quand plusieurs modèles convergent vers la même conclusion, tu peux avoir confiance. S'ils divergent, c'est un signal puissant que le problème est plus profond qu'il n'y paraît. Les modèles mentaux constituent la boîte à outils invisible des penseurs stratégiques. En les apprenant, tu commences à voir le monde non pas tel qu'il apparaît, mais tel qu'il fonctionne réellement. Partie 5. La révolution de la pensée en premier principe. La plupart des gens pensent par analogie. Ils rencontrent une nouvelle situation et demandent immédiatement « À quoi cela ressemble-t-il » Puis, ils appliquent une solution qui a fonctionné ailleurs. Cette méthode est rapide et souvent efficace, mais elle enferme dans les limites de ce qui existe déjà. La pensée en premier principe adopte une approche radicalement différente. Elle consiste à déconstruire un problème jusqu'à ses éléments fondamentaux, puis à le reconstruire à partir de vérités de base plutôt qu'à partir de conventions héritées. C'est la différence entre copier ce qui existe et inventer ce qui manque. Cette approche, utilisée par les philosophes antiques, raffinée par Newton et Einstein, puis poussée à l'extrême par des innovateurs modernes comme Elon Musk, ne sert pas seulement à résoudre des problèmes plus efficacement. Elle permet de résoudre des problèmes que les autres ne voient même pas. Le secret des premiers principes est simple. Quand tu cesses d'accepter les règles implicites, tu découvres que beaucoup d'entre elles ne sont que des conventions arbitraires. La plupart des contraintes qui semblent naturelles ne sont que le résultat de l'habitude ou de l'histoire. Lorsque tu les questionnes, tu ouvres la porte à des solutions entièrement nouvelles. Prenons l'exemple emblématique de Musk. L'industrie spatiale avait, toujours, produit des fusées extrêmement coûteuses. La sagesse conventionnelle disait « C'est normal, elles sont trop complexes pour être bon marché ». Mais Musk a posé une question différente. De quoi une fusée est-elle réellement faite, et combien ces matériaux devraient-ils coûter ?
En analysant le problème à partir des lois physiques et des coûts réels des matériaux, il a constaté que le prix final ne correspondait absolument pas au coût fondamental. Le véritable obstacle n'était pas technique, mais culturel. On jetait les fusées après un seul lancement parce qu'on l'avait toujours fait. Aucun principe physique n'exigeait cela. La pensée en premier principe a mené à l'idée révolutionnaire de la réutilisation des fusées, réduisant les coûts de manière exponentielle et transformant l'ensemble de l'industrie. Les étapes essentielles de la pensée en premier principe. La première étape consiste à identifier et questionner tes hypothèses. Chaque problème est chargé de suppositions tacites. C'est comme ça que ça marche. On doit procéder de cette manière. Il n'y a pas d'autre option. Ces phrases sont souvent fausses. Et lorsqu'elles sont fausses, elles deviennent des cages invisibles. Pour les révéler, tu dois demander. Pourquoi pensons-nous que cela doit être vrai? Et si ce ne l'était pas? La deuxième étape consiste à décomposer le problème en ses composants fondamentaux, jusqu'à atteindre les vérités irréductibles. Tu ne regardes plus la forme extérieure du problème, mais ses lois sous-jacentes. Tu découvres alors que certains problèmes différents sont en fait des variations du même principe et que d'autres, apparemment similaires, sont totalement différents sur le plan structurel. Prenons l'exemple des embouteillages. La pensée conventionnelle dit « Construisons plus de routes ». Les premiers principes demandent « Quel est le problème fondamental ?» Et la réponse pourrait être « L'espace est utilisé de manière inefficace ». Cela ouvre la voie à des solutions totalement différentes. Véhicules autonomes, transport à la demande, optimisation dynamique, mobilité partagée. La troisième étape est de reconstruire une solution à partir des éléments fondamentaux, en ignorant totalement la manière dont les choses ont été faites jusqu'à présent. Beaucoup d'innovations qui semblent évidentes après coup étaient inimaginables tant que les gens restaient bloqués dans le raisonnement par analogie. Globe sur la zone Europe-Amérique applications personnelles et professionnelles. La pensée en premier principe ne s'applique pas seulement aux innovations technologiques, elle transforme également ta carrière, ta productivité, ta santé, tes relations, ta manière de prendre des décisions. Sur le plan professionnel, la question devient « Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment ? Quelles compétences fondamentales puis-je développer ? Quels problèmes profonds ai-je envie de résoudre ?» Cela t'ouvre des trajectoires uniques, loin des modèles traditionnels. Sur le plan personnel, tu peux examiner ce dont ton corps a réellement besoin pour fonctionner, ce qui te motive profondément, comment ton cerveau travaille réellement, plutôt que de suivre des méthodes génériques. Mais attention, la pensée en premier principe demande du courage. Quand tu remets en question l'évidence, tu déranges les habitudes, les tiennes et celles des autres. Elle demande également de l'énergie mentale et une tolérance à l'incertitude, car tu perds temporairement le confort des cadres préexistants. Le but n'est pas de rejeter tout ce qui existe, mais de faire la différence entre les lois fondamentales et les coutumes inutiles. Une fois que tu maîtrises cela, tu deviens conceptuellement indépendant. Tu n'es plus limité par ce que les autres croient possible. Tu vois la réalité nue, non filtrée. Et c'est là que commence la véritable innovation mentale. Partie 6. Maîtriser la prise de décision sous pression. La qualité de ta vie est directement liée à la qualité de tes décisions. Pourtant, la plupart des gens prennent leurs pires décisions précisément lorsque l'enjeu est le plus élevé. Dès que la pression monte, délai, conflit, incertitude, les systèmes cognitifs responsables de la pensée stratégique se font hijacker par des mécanismes primitifs conçus pour survivre à des menaces physiques, pas pour gérer la complexité moderne. Comprendre comment la pression modifie ton cerveau est la première étape pour reprendre le contrôle. Lorsque tu perçois une menace ou une urgence, ton système nerveux libère des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Ces substances rétrécissent ton attention, diminuent ta mémoire de travail et te poussent à réagir plutôt qu'à réfléchir. Ce qui était autrefois utile face à un prédateur devient désormais un handicap face à une négociation difficile, une décision stratégique ou un problème complexe. Le même état physiologique qui t'aiderait à fuir un danger te condamne à des erreurs de jugement dans un environnement intellectuel. Technique 1. L'inoculation au stress. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à entraîner ton cerveau à fonctionner sous pression. Les militaires, les urgentistes, les athlètes d'élite pratiquent tous une forme d'inoculation au stress. Tu peux faire de même en simulant des conditions stressantes lors de tes entraînements cognitifs. Faire un exposé en te mettant une limite de temps stricte, t'exercer à résoudre un problème après un effort physique, simuler des scénarios difficiles dans ta prise de décision. Petit à petit, ton cerveau apprend à maintenir ses capacités analytiques malgré l'activation du système de stress. L'objectif n'est pas de devenir insensible à la pression,
mais de garder l'accès à ton intelligence stratégique même quand ton système nerveux est en alerte. Technique 2, les protocoles de décision. Sous pression, ton cerveau manque de ressources. Tu dois donc réduire la charge cognitive en utilisant des protocoles prédéfinis. L'un des plus puissants est la boucle OODA, observer, orienter, décider, agir, développé par le stratège militaire John Boyd. Ce cadre t'oblige à observer attentivement la situation, t'orienter en comprenant le contexte et les objectifs, décider clairement, agir rapidement, puis recommencer la boucle en t'adaptant. Ce processus empêche l'impulsivité, agir trop vite, la paralysie analytique, réfléchir trop longtemps. Pour des décisions complexes, utilise également une matrice décisionnelle rapide. Liste tes options. Choisis les 3 critères les plus importants. Note chaque option selon ces critères. Compare. Cette méthode structure ton raisonnement alors même que ton cerveau perd en clarté. Technique 3, la perspective temporelle. La pression te pousse à ne penser qu'au court terme. Cela mène à des choix qui soulagent immédiatement, mais qui produisent des désastres à long terme. Pour contrer cela, applique la règle du 10-10-10. Comment me sentirai-je dans 10 minutes, 10 mois, 10 ans? En élargissant ta perspective temporelle, tu annules l'étroitesse cognitive causée par le stress et réalignes ta décision sur tes valeurs à long terme. Technique 4, identifier les faux comptes à rebours. Beaucoup de pressions ne sont pas réelles. Elles sont auto-imposées ou créées par d'autres. Avant d'accepter une urgence comme incontestable, demande-toi, ce délai est-il réellement fixe? Dans un nombre surprenant de cas, la réponse est non. Et obtenir seulement un peu plus de temps peut transformer radicalement la qualité de ta décision. Lorsque le délai est réel, vise une décision suffisamment bonne, pas parfaite. La quête de perfection est l'ennemi de la clarté sous pression. Technique 5, savoir différer une décision. Ne pas décider est parfois la décision la plus stratégique. Quand les données sont insuffisantes, annoncer clairement ce qu'il te manque, quand tu décideras, et ce que tu évalues encore permet d'éviter des erreurs lourdes. Les penseurs stratégiques savent que refuser une décision prématurée est un acte de maîtrise, pas de faiblesse. Au cœur de la maîtrise, rester lucide quand tout vacille. La pensée stratégique sous pression n'est pas un talent inné. C'est une compétence que tu peux entraîner. Comprendre tes réactions biologiques, utiliser des cadres structurés, rétablir ta perspective temporelle, te protéger des urgences artificielles et différer ce qui doit l'être. C'est ainsi que tu transformes la pression en pouvoir. Partie 7, l'art d'analyser comme un stratège. L'analyse stratégique n'est pas une question de vitesse, mais de profondeur. Ce n'est pas réfléchir plus longtemps que les autres, mais réfléchir mieux, en voyant ce qu'ils ne voient pas. La plupart des gens abordent un problème en le regardant directement, comme s'ils tentaient de lire un livre en collant leur visage contre la page. Ils voient des détails, oui, mais il manque l'ensemble. Le stratège, lui, prend du recul avant d'avancer. Il cherche d'abord la bonne perspective, car un problème mal cadré produit inévitablement une mauvaise solution. L'erreur la plus commune n'est pas de mal raisonner, mais de raisonner parfaitement, à partir d'une question mal posée. Pour analyser comme un stratège, tu dois commencer par redéfinir le problème. La plupart des gens décrivent un problème en termes de symptômes. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez d'argent. Ce projet n'avance pas. Mais un symptôme n'est pas une cause. Changer les symptômes sans identifier la structure sous-jacente revient à vider un bateau sans réparer la fuite. Le stratège se pose donc cette question clé. Quel est le vrai problème ici? Parfois, la cause est organisationnelle. Parfois émotionnelle. Parfois relationnelle. Parfois structurelle. Sans clarification, toute solution restera superficielle. Loup pointant vers la gauche étape 1, l'analyse à couches multiples. Un stratège ne regarde jamais un problème en une seule dimension. Il le découpe en couches distinctes. La couche factuelle, la couche émotionnelle, la couche structurelle, la couche temporelle, la couche stratégique. Cela lui permet de séparer ce qui est réel de ce qui est ressenti, ce qui est urgent de ce qui est important, ce qui est stable de ce qui est temporaire. Chaque couche raconte une histoire différente. Et c'est dans l'interaction des couches que la vérité apparaît. Loup pointant vers la gauche étape 2, explorer plusieurs scénarios. Les gens qui se sentent coincés ont souvent un point commun. Ils ne voient qu'une seule option. Le stratège, lui, demande. Quels sont les scénarios possibles?
même s'ils sont improbables, même s'ils semblent inconfortables. Il peut ainsi visualiser le meilleur scénario, le pire, le plus probable, le scénario négligé. Chaque scénario devient une pièce du puzzle qui éclaire le paysage complet. Loupe pointant vers la gauche, étape 3, utilisez le raisonnement par contraste. Pour comprendre une situation, le stratège ne se contente pas de l'examiner. Il compare avec son opposé, avec un cas extrême, avec un exemple analogue, avec une version minimaliste du problème. Le contraste met en lumière ce que la logique directe laisse dans l'ombre. Il révèle les variables réellement déterminantes. Loupe pointant vers la gauche, étape 4, cartographier les forces en présence. Tout problème est un champ de force. Certaines forces poussent vers la solution. D'autres la bloquent. Le stratège identifie les leviers, les obstacles, les résistances, les accélérateurs, les dépendances, les points faibles structurels. Cette cartographie transforme la confusion en clarté. Elle révèle où investir son énergie et où arrêter d'en perdre. Loupe pointant vers la gauche, étape 5, l'évaluation par pondération. Un bon choix n'est pas toujours celui qui semble le plus probable. Il est parfois celui dont la valeur attendue est la plus élevée. Le stratège évalue donc chaque option selon deux axes. Impact potentiel. Probabilité relative. Cette simple pondération met immédiatement en évidence que certaines options apparemment mineures peuvent avoir un effet gigantesque, et que d'autres, très séduisantes, sont en réalité pièges à énergie. Loupe pointant vers la gauche, étape 6, ralentir la conclusion. Les gens croient que le stratège est quelqu'un qui pense vite. En réalité, il est quelqu'un qui conclut lentement. Il laisse le problème respirer. Il vérifie ses hypothèses. Il teste la robustesse de son raisonnement. Le premier raisonnement est rarement le bon. Le stratège le sait. C'est pour cela qu'il l'interroge, le retourne, le questionne. Comme on teste la solidité d'un pont avant de l'emprunter. Loupe pointant vers la gauche, étape 7, synthétiser en une direction claire. La pensée stratégique culmine dans la synthèse. Après avoir exploré le problème sous plusieurs angles, le stratège ne reste pas dans la complexité. Il reformule en une ligne directrice simple. Voici ce qui compte vraiment. Voici ce que je dois faire maintenant. C'est cette simplicité finale, gagnée par une complexité volontaire, qui différencie la stratégie du chaos. Partie 8. Le mode maîtrise, quand la pensée stratégique devient ton identité. La maîtrise véritable n'apparaît pas lorsque tu connais beaucoup de techniques, mais lorsque ces techniques deviennent transparentes, intégrées dans ta manière naturelle de penser. À ce stade, tu ne fais plus de la stratégie, tu es stratégique. Ce changement semble subtil de l'extérieur, mais intérieurement, il transforme tout. Ta manière de percevoir le monde, d'agir, de comprendre les autres et de te comprendre toi-même. Le premier signe que tu entres dans le mode maîtrise est la cohérence cognitive. Tes réactions automatiques sont enfin alignées sur ton raisonnement conscient. Ton instinct ne te pousse plus dans une direction tandis que ton analyse en réclame une autre. Au contraire, les deux convergent. Tu penses plus clairement parce que tu n'es plus en guerre avec toi-même. Cette cohérence crée un phénomène puissant. Un calme intérieur stable. Ce calme ne signifie pas absence de stress ou d'incertitude, mais une confiance profonde dans ta capacité à naviguer la complexité. Tu sais que même si l'environnement devient chaotique, ton esprit reste organisé. Un autre signe de maîtrise est la précision perceptive. Tu commences à remarquer ce que les autres manquent. Les micro-changements dans le ton, les dynamiques implicites dans une situation, les contradictions dans un argument, les motifs récurrents dans les comportements. Tu vois plus finement non pas parce que tu analyses davantage, mais parce que ton esprit s'est entraîné à filtrer ce qui compte vraiment. La maîtrise implique aussi une intégration émotionnelle stratégique. Tu ne cherches plus à éteindre tes émotions, ni à les laisser diriger ta vie. Tu les comprends comme des signaux. La peur devient une information sur ce qui est important. La colère révèle une limite violée. L'enthousiasme indique un alignement. Tu deviens capable d'utiliser tes émotions comme un instrument plutôt qu'une contrainte. À ce stade, ton esprit développe également une anticipation naturelle. Pas une intuition vague, mais une capacité à percevoir les trajectoires avant qu'elles ne soient évidentes. Tu sais reconnaître les prémices d'un conflit, l'ombre d'une opportunité,
les premières fissures dans un système, ou les conditions d'un changement à venir. Ce que les autres interprètent comme de la chance ou du talent est en réalité le résultat d'une accumulation de modèles mentaux, d'expériences et d'un entraînement constant de ton attention. La maîtrise se manifeste aussi dans ce qu'on pourrait appeler le calme stratégique. Au lieu de t'affoler, tu observes. Au lieu de te précipiter, tu clarifies. Au lieu de réagir, tu choisis. Ta présence change. Les autres ressentent que tu es quelqu'un qui pense à un niveau différent. Non parce que tu es détaché, mais parce que tu es ancré. L'un des aspects les plus profonds du mode maîtrise est l'évolution autodirigée. Tu n'attends plus qu'on te dise quoi améliorer. Ton esprit détecte lui-même ses zones d'imprécision, remet en question ses raisonnements, affine ses modèles et réajuste ses cadres. Tu n'es plus un élève passif du monde. Tu deviens ton propre maître. Ce processus ne mène pas à la perfection, mais à une plasticité mentale permanente. Tu n'es jamais figé dans une certitude. Tu peux tenir deux idées contradictoires en même temps sans perdre ton équilibre. Tu peux changer d'avis sans perdre ton identité. Tu peux affronter l'ambiguïté sans paniquer. La véritable maîtrise n'élimine pas les défis. Elle élimine la sensation d'être submergé par eux. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose change profondément. Tu réalises que tu n'as plus besoin d'attendre que les situations soient faciles pour bien réfléchir. Tu raisonnes clairement même quand tout semble se dérégler. Tu prends des décisions précises même quand les données sont floues. Tu avances avec confiance même quand le chemin est incertain. C'est à ce moment-là que la pensée stratégique cesse d'être une compétence. Elle devient une part de toi.